Oui, je viens de brancher l'enregistrement. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien la RDC, donc c'est un pays d'Afrique centrale, un des plus grands en termes de superficie. Et le secteur qui nous intéresse, c'est-à-dire essentiellement les filières du cuivre, du cobalt et du lithium, tous ces gisements sont concentrés dans le sud-est de la RDC, dans ce qu'on appelle l'ancienne province du Katanga, qui a été divisée en plusieurs provinces. Et donc, il y a une carte que j'avais introduite dans le document, qui permet de voir donc… Vous n'avez pas partagé votre écran là, donc ce n'est pas lisible. Pourtant, c'est marqué partager l'écran. Ah, d'accord, ok, d'accord. J'avais pas… Alors, je ne sais pas, tableau… Si vous appuyez dessus derrière, vous devez avoir les écrans possibles, les logiciels que vous avez actuellement ouverts, et donc vous devez pouvoir basculer. Ok, d'accord, excusez-moi, je n'avais pas… Oh, zut. Je n'avais pas fait… Oh, alors là, je ne sais plus ce qui se passe. Mais vous avez déjà… Je ne sais plus si vous me voyez, parce que moi, je ne vois plus. Voilà. Je vois sans problème. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà chargé votre PowerPoint. Non, je n'avais pas chargé, mais ça y est, je l'ai fait. Voilà, donc là, vous voyez la carte? Non, pas encore. Il faut que vous cliquiez dessus pour à partir de la fonction écran partagé. Là, je suis complètement… Mais je n'arrive plus à me voir sur… Non, mais ça c'est pas grave puisque vous voulez nous montrer la PowerPoint. Mais après, quand vous aurez bien mis le PowerPoint, nous, on le verra et on vous verra aussi. Je ne vois pas… Le problème, c'est que je ne vois pas du tout l'écran. Ah. Alors, ici, c'est… Je suis désolée. Attendez, moi, je suis en train d'essayer de mon côté de le télécharger. À ce moment-là, on fera le partage à partir de chez moi. Alors là, c'est… C'est bon. Donc maintenant, voilà. Bon, il est déjà téléchargé. Maintenant, il faut que je fasse. Et voilà. Bien. Il est présent. Hein. Tout le monde le voit. On vous voit aussi. Moi, je ne vois plus personne, mais c'est… Est-ce que vous voyez sur l'écran Non, je ne me vois plus du tout. Je ne vois plus l'écran de… Vous voyez pas l'écran partagé.
Ouais, alors afficher. On ne voit rien non plus, hein, Thierry. Ah bon, ben, c'est bien de me le dire. Bon, Oui, donc, moi j'ai juste un grand truc noir, mais j'ai pas de PDF là. bon, alors donc, ce n'est pas la bonne solution. Si vous voulez, vous pouvez aussi, je peux accéder aussi par moi-même sur le site. Bon, Donc, ok. vous pouvez arrêter. Bon, attendez, donc, le partage d'écran s'est arrêté car la fenêtre a été fermée. Il faut que je vous retrouve pour vous donner la main. Bon, alors il faut changer ça parce que. Attendez, où êtes-vous là-dessus? Ah ben non, vous êtes pas, je ne peux pas vous passer le truc puisque vous n'êtes pas sur le site, vous n'êtes pas en ligne. Ben non, Non, c'est pas vous, c'est mon étudiant qui est à côté qui voulait m'aider. Et je ne peux pas lui passer la main puisqu'il n'est pas en ligne. Bon, alors. Je vais essayer si je peux connecter. Vous pouvez vous connecter, mais alors je vais réessayer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que. Bon. En principe, maintenant, je devrais pouvoir partager. Je ne vois plus personne, moi. Ah, ok, ça y est. Excusez-moi, j'essaie de vous mettre votre. Est-ce que vous voyez, Voilà, oui. Vous voyez? Oui. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes qui attendent. Ça y est, on voit le PDF. Hein. Bon, alors d'abord, il faut que j'autorise les gens à rentrer. Où sont-ils? Moi, je vais peut-être quitter. Oui, voilà. Hop. Bon, voilà, admettre. Ok, bon. Donc, tout ça, c'est fait. Alors maintenant, on va essayer de repartir. Là, maintenant, ça fonctionne ou pas? Est-ce que les participants voient l'écran? Oui. Oui. Bon, donc à partir de maintenant, donc on peut continuer. Il faudra, Muriel Devet, que vous m'indiquiez à chaque fois que je dois basculer d'une diapositive sur l'autre. Hein. D'accord. Alors, donc, faut basculer sur Ça, c'est voilà, sur la page 2. Bon. Voilà. Et ensuite, la carte, la page 3. Voici. La page 3. Hop. Voilà. Oh. Alors, on voit donc sur cette carte, dans le sud-est de la RDC, là où j'ai mis un cadre, j'ai encadré avec un carré, là où se trouvent les gisements de cuivre, de cobalt et de lithium. Alors, en fait, ça correspond à l'ex-Katanga et aujourd'hui, ça correspond aux provinces du Lualaba, aux provinces du Haut-Katanga, aux provinces du Tanganyika et du Haut-Lomami. Le Haut-Lomami étant pour le moment encore une région où il y a peu d'exploration. Alors, avant d'aborder donc le sujet propre, c'est-à-dire les compagnies chinoises dans ces filières, je voulais quand même replacer donc en page 4, pardon,
la place de la RDC dans la production et les réserves mondiales. Alors, d'abord du cobalt, dont la RDC est le premier producteur. Avec, alors les chiffres, d'une source à l'autre ne correspondent pas toujours, mais de toute façon, la RDC est quand même le premier producteur et de loin sur les autres producteurs, puisqu'il est entre 100 000 et 80 000 tonnes, ça dépend des années, mais enfin, il est loin devant, puisque le deuxième producteur, d'après donc cette source américaine, le deuxième producteur, c'est la Russie, avec 6 300 tonnes en 2020, et l'Australie. Donc, on voit vraiment que c'est lui qui est vraiment en tête, et il est aussi en tête par rapport aux réserves connues, la RDC renfermerait environ la moitié des réserves mondiales. Donc, vous avez ce tableau qui explicite bien la place de la RDC. Alors, ensuite, la place de la RDC dans la production et les réserves mondiales de cuivre. Le premier producteur mondial, c'est le Chili, très largement en tête, et la RDC est à la 5e place, derrière donc le Chili, le Pérou, la Chine et les États-Unis. Alors, je n'avais pas noté les réserves mondiales, mais les réserves mondiales sont estimées à un peu plus de 2 milliards de tonnes prouvées de cuivre, et il serait même de 3 milliards 500 000 tonnes pour les réserves potentielles, qui incluent les ressources terrestres et les ressources maritimes. La RDC aurait environ 19 millions de tonnes de cuivre, de réserve. Alors, en termes de production, actuellement, la production est environ 1 600 000 tonnes de cuivre métal. Ça en fait le 5e producteur. La diapo suivante. La diapo suivante, Fitch Solutions a fait des projections pour le cuivre, et on voit bien en 2019, là où c'est surligné en jaune, eh bien, en effet, alors là, il y a marqué 1 300 000 tonnes environ. Bon, là, c'est plus ou moins les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres que ceux qui sont donnés par le ministère des Mines du Congo. Enfin, il est bien donc à la 5e place. Et si on regarde, en 2030, le Congo, la RDC, pourrait être le 3e producteur mondial. Donc, c'est pour resituer un peu la place de la RDC dans la production mondiale. Alors, pour le lithium, bon, pour le moment, il n'y a aucune production en RDC. On est encore au stade de la recherche, de l'exploration. Les réserves mondiales pourraient être de 14 millions de tonnes, avec le Chili en tête et avec 8 millions de tonnes. La RDC n'est dans le top des 10 premiers, des 10 pays qui auraient des réserves, il n'est pas cité. Je pense que la RDC elle-même n'a pas encore un chiffre très précis pour le lithium. Alors maintenant, on va voir comment a évolué la production de cuivre et de cobalt de la RDC, et là, on pourra ensuite passer à la place. C'est là, voilà, le 7. Voilà. Je bascule. La diapo. Non, 6, pardon. 6, voilà. Ouais. Donc, si on regarde, moi j'ai donné 2008-2020,
on voit que pour le cuivre, la production de cuivre était vraiment tombée en RDC, après toutes les évolutions politico-économiques, notamment des années 90. Et si on regarde, donc 2008, c'était 335 000, environ 335 000 tonnes, et en quelques années, on passe à environ 1 million de tonnes, en 2014, pardon. Donc là, on voit, et on verra que ça correspond aussi à la montée d'une part de la production, mais aussi de l'arrivée de compagnies en RDC qui ne sont pas que des compagnies chinoises, mais enfin, on voit que ça correspond à l'arrivée de compagnies. Et aujourd'hui, on arrive, il y a un saut qualitatif qui est aussi en 2019 avec 1 400 000 tonnes et en 2020, 1 600 000 tonnes. Les estimations que je n'ai pas notées ici pour 2021 pourraient être de 1 700 000 tonnes. Voilà, donc ça c'est pour le cuivre. Pour le cobalt, une production qui commence à décoller à partir de 2010-2011, qui double, puisqu'il passe de 42 461 tonnes à presque 100 000 tonnes en 2011. Cette production est fluctuante, elle dépend, même pour d'autres métaux, mais particulièrement pour le cobalt, elle va dépendre des cours mondiaux. Et on voit par exemple qu'en 2018, c'est là que la production est la plus élevée, avec plus de 100 000 tonnes. Ça baisse en 2019 et ça se stabilise en 2020. Ça baisse en 2019 parce qu'il y a eu une chute assez importante des prix mondiaux du cobalt qui sont passés de 95 000 $ la tonne à 30 000 $ en juin 2019. Et donc, et puis ensuite, il y a la question du Covid qui vient se rajouter. Aujourd'hui, la production est dans les 85-90 000 tonnes. Voilà. Alors, on voit voilà à peu près le tableau de l'ensemble de la production de cuivre et de cobalt en RDC et sa place donc sur le plan mondial. Alors, la diapo suivante. Alors, la filière cuivre-cobalt, alors, il faut savoir une chose, c'est que le cobalt est toujours associé à du cuivre. Donc, il n'y a pas de producteurs différents selon le métal, selon le minerai. Il y a des cas où il y a des gisements qui n'ont pas de cobalt. On verra que c'est le cas pour le gisement de Ivanhoe, qui associe aussi les Chinois, ou qui est très prometteur sur le plan du cuivre, enfin on verra ça plus loin. C'est un gisement où il n'y a pas de cobalt, ils ne produisent que du cuivre, mais en général, cuivre et cobalt sont associés. Alors la filière abrite, on va dire, plusieurs compagnies minières qui sont en principe associées, en joint venture avec principalement la Générale des Carrières et des Mines, c'est-à-dire la GECAMINE, parfois donc avec une autre entreprise publique, la Congolaise d'exploitation minière. Donc, il y a des entreprises à capitaux congolais, plutôt publics. Il y a quelques Congolais privés, mais qui n'ont pas un poids décisif dans la production. Il y a bien évidemment un des principaux producteurs en RDC qui est Glencore, à travers 2 unités, Mutanda Mining et KCC. Plus loin, qui est Katanga Mining, et puis Mutanda Mining, 2 grandes sociétés locales, parce qu'en principe,
il n'y a pas, toutes les sociétés qui opèrent en RDC sont des sociétés de droit congolais, donc dans leur capital, il y a des sociétés étrangères. Donc Glencore, jusqu'à présent, c'est le premier producteur congolais. Ensuite, il y a donc des capitaux nord-américains, essentiellement canadiens, avec donc la société Ivanhoe, des capitaux kazakhs, avec le groupe Kazakhstan Eurasian Resources Group, ERG. Il y a des capitaux indiens, Shalina Resources et Somika et MMR. Et il y a des capitaux australiens, notamment AVZ Mineral. On verra donc la place qu'il occupe dans la filière lithium. Et bien entendu, il y a beaucoup d'entreprises à capitaux chinois. Voilà, donc les Chinois ne sont pas les seuls dans cette filière. Ils sont importants actuellement, mais ils ne sont pas les seuls. Alors, ce qui serait intéressant, j'ai la page suivante, la diapositive 9. Alors, c'est faire un peu un historique de la présence des sociétés chinoises. Alors, sociétés chinoises, ça peut être des sociétés privées. La plupart sont plutôt des sociétés publiques. L'arrivée des sociétés chinoises a d'abord été des négociants, des petits négociants qui progressivement ont créé des fonderies. Ils sont arrivés à la fin des années 90 dans la foulée dans le sillage de Laurent Désiré Kabila. Ils se sont installés, alors il n'y a pas qu'eux qui sont arrivés à ce moment-là, bien sûr, c'était une époque un peu trouble, un peu de no man's land, je dirais juridique, où sont arrivées beaucoup de sociétés, où des choses se sont conclues. Ça fait l'objet d'ailleurs par la suite d'une revisitation, comme on l'a appelé en RDC, des contrats. Mais donc les Chinois ont d'abord été des petits négociants, des petites sociétés qui sont venues s'installer et qui ont acheté l'hétérogénite, qui est donc des hydroxydes de cobalt, à des creuseurs essentiellement. Et puis, dans les années 2000, c'est lié à la demande croissante du cobalt pour la fabrication de batteries, sont arrivées de nouvelles sociétés, alors pas simplement chinoises, mais aussi d'autres nationalités qui ont pris une part plus ou moins importante dans cette filière. Et d'ailleurs, c'est bien en 2010 qu'est arrivée la fameuse, ce qui donnera par la suite la Sicomine. C'est à partir donc de la moitié des années 2000 que les sociétés chinoises ont commencé, et là des grandes sociétés chinoises avec des capitaux importants, avec le soutien aussi de l'État chinois et de banques, et notamment la China Bank et la Exim Bank. Ce mouvement s'est amplifié à partir des années 2010, où vraiment, c'est dans cette décennie-là que les grands groupes, les multinationales chinoises se sont particulièrement développés dans le secteur. Alors, actuellement, on va dire parmi les grandes sociétés identifiées et qui pèsent dans la production et dans l'exploration donc des filières cuivre-cobalt, il y a à peu près plus d'une trentaine de grandes sociétés à capitaux chinois, entre 30 et 40. En tous les cas, toutes celles dont on parle en permanence, qui sont notées parmi les producteurs, c'est à peu près entre 30 et 40 sociétés à capitaux chinois. Alors, pourquoi on voit cette présence de sociétés à capitaux chinois dans ces filières cuivre et cobalt? D'abord parce que, vu la place qu'occupe la RDC dans les réserves, dans la production, ça s'explique, qu'ils viennent en RDC. Ensuite, la Chine est le principal producteur de cobalt raffiné. 97% de ses importations de cobalt viennent de RDC,
Et puis, la Chine est le principal producteur de batteries, donc ça explique la place qu'occupe la Chine dans le raffinage, et notamment du cobalt, et dans la production de batteries, explique la présence de ces grandes sociétés en RDC. Alors, la Chine a forcément des préoccupations que d'autres ont, mais particulièrement la Chine, c'est de sécuriser ses sources d'approvisionnement. Alors, elle l'a fait de deux manières, en prenant des acquisitions d'actifs miniers dans les filiales congolaises, et par des préachats, notamment de cobalt et maintenant de lithium, en signant des accords avec ses propres sociétés chinoises, enfin les autres sociétés chinoises ou d'autres acteurs, puisque Glencore fournit aussi la Chine en cobalt notamment. Et autre préoccupation de la Chine et de plein d'autres pays, mais enfin puisqu'on parle de la Chine en particulier, c'est de développer la recherche-développement, en particulier en ce qui concerne les batteries. On verra plus loin justement, il n'y a pas d'interrogation au sens strict sur le cobalt, mais il n'y a pas d'inquiétude, je veux dire, par rapport à la production de cobalt, mais il y a quand même, dans la recherche-développement sur les batteries, on évolue vers de moins en moins de cobalt dans les batteries. Donc, la diapositive plus loin. Alors, qui sont ces entreprises qui sont les actionnaires des principales entreprises à capitaux chinois qui sont en RDC? Alors bon, il faut, comme je l'ai souligné dans l'historique, dans le bref historique que j'ai fait, il faut distinguer les petites sociétés qui sont dirigées par des Chinois des grandes filiales de grands groupes chinois. Alors, en général, il existe toujours des petites sociétés chinoises qui sont toujours opérationnelles. En général, ils n'ont pas de permis de recherche ni d'exploitation, mais ils ont des agréments au titre d'entité de traitement, c'est-à-dire ils ont des petites fonderies et des unités pyrométallurgiques ou plutôt pyrométallurgiques. Il y a des négociants aussi qui opèrent toujours et qui achètent le minerai à des artisans et aussi à d'autres sociétés minières qui n'ont pas encore d'usine de traitement du cuivre ou du cobalt. Alors, en ce qui concerne les grandes sociétés chinoises, alors elles sont vraiment très diverses, pas toujours faciles à regrouper parce que certaines, c'est des ramifications, elles ont des ramifications, elles ont énormément de filiales, etc. Mais en gros, il y a des compagnies minières, plutôt minières, c'est-à-dire comme China Molybdenum, excusez-moi, il y a, qu'on connaît sous le sigle CMOC, il y a Zijin Mining Group, il y a aussi China Non-Ferrous Metal Mining, et il y a East China Capital Holding. Ce sont soit des compagnies minières qui sont plutôt spécialisées dans l'extraction minière, etc. Il y a des compagnies métallurgiques et des raffineurs de cobalt et de cuivre. Vous en avez la liste ici. Dont un des plus connus, c'est le groupe Jinshuang. Il y a des fabricants de matériaux pour batteries comme Hong Kong Excellent Mining Investment. Il y a bien évidemment des fabricants de produits à base de cobalt comme Huayu Cobalt, des fabricants de batteries comme China Wanbao, Cattle, Contemporary Amperex Technology et CAT Energy Technology. Il y a des sociétés de commerce de métal comme China Minmetal Corporation et des sociétés d'ingénierie de construction
alors aujourd'hui, il y en a qui sont sur le devant de la scène à cause de la sycomine, enfin lié à la sycomine, c'est China Railway Engineering Corporation et Power Construction Corporation of China, Power China, qui est cité donc aujourd'hui dans les rapports qui sont faits sur Congo Hold-up. Voilà, donc on voit que le profil des actionnaires dans les compagnies de droit congolais, il y a une grande diversité de profils des sociétés mères. Alors que ce n'est pas le cas, il n'y a pas une telle diversité en ce qui concerne la place, les autres sociétés étrangères qui ont donc des participations dans les sociétés congolaises. Il faut aussi noter, ça je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais en principe, les sociétés, notamment avec le nouveau code minier, les sociétés de droit congolais minières doivent avoir dans leur capital au moins 10% de la participation de l'État congolais et de sociétés congolaises, qu'elles soient publiques et privées. Et il se trouve que quelques sociétés chinoises, enfin à capitaux chinois, sont 100% capitaux chinois. C'est aussi le cas pour d'autres sociétés. Donc, ce n'est pas une particularité pour les sociétés à capitaux chinois, mais il y en a. En fait, c'est parce que la Gécamine avait vendu ses actifs, ce qui avait occasionné d'ailleurs le mécontentement notamment et des actions des ONG et notamment des ONG congolaises qui sont très actives dans ce secteur. Enfin, voilà donc un peu le tableau de la diversité des sociétés mères dans les joint ventures et les filiales congolaises. Alors, la diapo suivante. Enfin, même encore la suivante, la prochaine, la 12. Voilà. J'ai extrait ça d'un article qui est paru récemment dans la Tribune et justement parce que ça explique bien quand même la présence de la Chine dans certaines sociétés de joint venture au Congo. Quand on voit en effet la place que la Chine occupe dans le raffinage des métaux stratégiques. Alors, le cuivre, ce n'est pas lui qui est en tête, mais enfin, il occupe une place, la Chine occupe une place importante. Et si on regarde le cobalt, on voit en effet que la Chine occupe une place très, très importante, d'où sa présence en RDC, puisque la RDC est le premier producteur mondial. Pour la diapo suivante, alors j'ai extrait, pas pour toutes les sociétés, mais pour les 10 premières sociétés productrices de cuivre. Vous avez un tableau qui donne leur production. Alors j'ai fait les années 2019, 2020 et le premier trimestre 2021. Donc ça, c'est les diapos suivantes. On voit que sur ces diapos, la Glencore, à travers KCC, est de loin le premier producteur de cuivre en RDC, suivi de TFM, Tengue Fungurume Mining, qui est donc qui était autrefois, c'était des capitaux américains qui ont été donc cédés aux Chinois. Ensuite, il y a la Sycomine qui produit depuis 2015 ou 2016 et qui est, enfin, vous voyez quand même déjà là la place qu'occupent les sociétés chinoises dans la production, même si
notamment en 2019, Glencore, à travers KCC et Moumi, restait quand même très en tête de la production. En 2020, Glencore est toujours en tête, mais à travers KCC. En 2020, sa filiale Moumi avait été mise en maintenance et donc n'a pas produit. Elle devrait reprendre sa production en 2022. Si on regarde 2021, c'est le premier trimestre. Alors, il y a des statistiques que le ministère des Mines a publiées pour le premier semestre. Le problème, c'est que il ne donne pas les statistiques de production, il donne des statistiques de vente. Bon, donc, c'est un peu difficile de comparer des productions et des ventes. Donc, j'ai préféré rester sur le premier trimestre. On voit là aussi la place qu'occupent de plus en plus les sociétés à capitaux chinois dans la production. Et de cuivre. Alors pour 2021, à la fin de l'année et surtout en 2022, là il va y avoir un challenge important parce que il y a une nouvelle société qui s'appelle Kamoa Kakula, dont les actionnaires sont Ivanhoe, qui est un Canadien, avec le chinois Xinjing. Ils sont à 39% chacun de capital. Donc, est-ce que c'est une société canadienne? Enfin, est-ce que les principaux actionnaires sont canadiens ou bien chinois? Je pense que c'est les deux. Moumi Glencore va donc reprendre sa production. Donc là, il va y avoir, et puis beaucoup de producteurs vont augmenter aussi leur production. Donc, parmi les 10 premiers, les Chinois vont quand même être importants. Et en même temps, alors après, si on additionne toutes les sociétés chinoises, ils sont quand même à plus de la moitié de la production. Donc, on voit quand même que la place de la Chine, si on prend société par société, il y a une concurrence forte entre Glencore et des grandes sociétés chinoises, mais au total, pour l'ensemble de la production, la Chine sera donc en tête de la production congolaise. Alors, ce qui est intéressant de savoir quels sont les produits qui sont exportés, enfin qui sont réalisés. Alors, essentiellement, il y a un peu d'hydroxyde de cuivre qui a moins de 50% de cuivre. Il y a du cuivre noir, ce qu'on appelle 88% de cuivre. Il y a du cuivre blister et des cathodes de cuivre, 99,99%. Ça, il y a quelques producteurs congolais qui exportent en effet des cathodes de cuivre. Les cathodes ne sont pas majoritaires, mais sont quand même de plus en plus, il y en a de plus en plus. En principe, les concentrés ne peuvent pas être exportés. Il y a eu une dérogation pour Ivanhoe, justement, en attendant que son usine soit opérationnelle, une usine de pyrométallurgie. Voilà, donc, alors maintenant, pour le cobalt, c'est la diapo suivante. Alors là, vous avez donc les productions en 2019-2020. Il n'y a pas eu j'ai pas trouvé, elles ne sont pas encore disponibles, en tous les cas sur les sites du ministère des Mines. Donc les productions de cobalt en 2019 par compagnie, donc les 10 premières compagnies. 2, 4, 6, 8, parce que je n'ai pas mis les 10 parce qu'après ça descend vraiment. Bon, ben, on retrouve à peu près les mêmes acteurs hein, puisque ce sont les mêmes gisements. Alors, il y a une question qu'on se
autant il n'y a pas de doute sur l'avenir du cuivre. C'est un métal qui est très, très demandé dans beaucoup de secteurs, y compris pour les batteries. Mais c'est un conducteur d'électricité. Donc, tout ce qui va être conducteur d'électricité, bien sûr, les centrales hydroélectriques, hein, mais aussi l'éolienne, le solaire, font demande du cuivre. Donc, on considère que le cuivre, c'est le pétrole de l'avenir. En ce qui concerne le cobalt, bien évidemment, avec le développement des véhicules électriques, le volume va augmenter, bien sûr, hein, ça c'est clair. Ceci dit, il y a beaucoup de recherche, développement. On considère que le cobalt est un métal rare, qu'il est cher à produire, et tous les producteurs de batteries font de la recherche pour essayer de diminuer la part de cobalt. Et en effet, ce qu'on appelle les batteries NMC, c'est-à-dire nickel, cobalt, manganèse, eh bien, la part du cobalt est passée dans les premières générations de plus de 30% à 10% aujourd'hui. Et il y a même un producteur chinois, un coréen, qui a mis au point des batteries lithium sans cobalt. Donc, bien évidemment, on aura besoin encore du cobalt, ça ne va pas passer très rapidement, mais la recherche va très vite aussi. Ce qui va se passer, c'est que le prix du cobalt ne risque pas de monter vraiment en flèche. Il était tombé, il a un peu augmenté, les cours mondiaux, mais on se demande, en tous les cas, il n'y aura pas du côté des prix et il y a beaucoup de producteurs, de pays producteurs qui basent aussi le prix du cobalt qui basent leur budget sur les prix mondiaux. Donc là, il faudra compter avec peut-être des prix qui vont plafonner. Voilà, donc c'était important de souligner cette interrogation. Et en RDC, par exemple, la Chambre des mines est réservée sur le cobalt, mais croit fermement au cuivre et d'ailleurs incite le gouvernement à mettre au point un plan par rapport au cuivre et notamment pour plus de transformation. Récemment, il y a eu une conférence en RDC, fin novembre, là, il y a quelques jours, il y a moins de 10 jours, qui a réuni plusieurs pays d'Afrique, notamment d'Afrique australe, et ils se sont convenus de créer ce qu'ils appellent le Battery Council. Il y a plusieurs institutions financières qui se sont fédérées, qui ont donc signé un préaccord, un accord, et pour réfléchir sur que la RDC puisse être un producteur de batteries. Voilà, donc ça permettrait peut-être à la RDC, compte tenu d'un métal qui a un avenir quand même plus réservé en tous les cas que celui du cuivre, d'avoir plus de plus-value s'ils peuvent transformer et faire des piles, fabriquer des piles en RDC. Voilà donc pour la présentation générale de ce secteur et de la place des entreprises chinoises dans ce secteur. Alors, j'ai rajouté des choses sur la sycomine, mais peut-être que c'est un débat qu'on peut avoir peut-être plus tard, sauf s'il y a des questions justement qui portent sur ce que je viens de décrire brièvement. Il y a des contrats qui sont visités, qui vont être revus, et il se trouve que celui sur la sycomine fait actuellement l'objet, en plus d'un
enfin, on s'aperçoit que certaines entreprises qui sont dans cette SICOMINE et dans la convention entre la RDC et la Chine à propos justement de contrats production contre infrastructure, certaines entreprises auraient participé donc à des détournements. Bon, voilà, donc je ne m'étendrai pas trop sur ça parce que c'est quelque chose qui vient juste de sortir et je n'ai que des informations qui me proviennent de la presse. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet important. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de revoir pratiquement tous les contrats miniers. Où est-ce que, notamment sur les parts de capital. En principe, je l'ai suggéré tout à l'heure, avec le nouveau code minier, quand une société demande un permis d'exploitation, pas au niveau du permis, au niveau du permis d'exploitation, ils peuvent intervenir seuls, mais à partir de, quand ils demandent un permis, non, au niveau de l'exploration, pardon, ils n'ont pas besoin d'avoir de participation spécialement de sociétés ou de Congolais ou de sociétés congolaises, mais à partir de l'exploitation, ils doivent absolument avoir minimum l'État 10% du capital et minimum 10% du capital pour des Congolais, que ce soit des privés, des personnes physiques ou des personnes morales, et des entreprises publiques ou pas. Or, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui n'ont pas de Congolais, alors qu'ils ont des permis d'exploitation. Bien, certaines vont avoir des permis d'exploitation qui vont être renouvelés, donc l'État veut faire le point sur tout son secteur minier. On avait commencé à en parler avec la SICOMINE et TFM sur des aspects différents, mais je crois que c'est quelque chose qui va se généraliser à l'ensemble du secteur minier, notamment cuivre, cobalt de la RDC. Voilà, donc si on pourra donc discuter de ça, et peut-être Monsieur Perrault, vous avez encore plus d'informations que moi sur notamment ce fameux Congo Hold-up, comme ça a été appelé par le consortium de journalistes et d'ONG qui ont travaillé sur les détournements de fonds au Congo. Voilà, grosso modo, donc une petite photographie du secteur cuivre-cobalt en RDC et de la place qu'occupent les sociétés à capitaux chinois. C'est mieux de dire des sociétés à capitaux chinois. Voilà. Je suis donc, dans la mesure du possible, prête à répondre à vos questions si il y en a. Votre micro est coupé, hein? Mon micro est Thierry. Bon, en principe, il est rebranché. Donc, je voulais remercier Muriel Devet pour sa présentation. Je dois avouer que ce à quoi je ne m'attendais pas, parce que je ne m'étais jamais posé la question, mais j'avais dans l'idée qu'il y avait peu d'entreprises chinoises sur le secteur. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une quantité d'acteurs et des acteurs de taille et d'intervention totalement différentes. Et effectivement, on comprend éventuellement mieux le fait qu'il puisse y avoir de la part de la population un certain rejet de ces entrepreneurs ou de ces entreprises chinoises, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un seul ou de deux, mais d'une relativement grande quantité. Si je peux me permettre juste d'intervenir, quand vous allez à Kolwezi aujourd'hui, qui est quand même un des centres nerveux du cuivre et du cobalt en RDC,
la présence chinoise et indienne aussi d'ailleurs est vraiment visible. Enfin, je veux dire, c'est important. Mais c'est vrai que moi, je suis ce secteur, comme je disais, depuis plus de 10 ans. Mais pour arriver à l'évolution des actionnariats aussi, c'est tout un roman. Et en effet, moi, j'étais surprise de constater la place des sociétés à capitaux chinois. C'est très impressionnant et je pense avoir à peu près, pour l'ensemble des sociétés, avoir toutes les informations sur ces sociétés. Et je fais une revue de presse tous les jours quasiment. Donc, voilà, je peux quand même confirmer que ces sociétés existent bien et sont bien Non, mais je ne mettais pas présentées en en RDC. existence. En fait, c'était le chiffre qui m'étonnait dans la mesure où c'est quelque chose qui n'apparaît jamais dans les comptes rendus que l'on peut lire ça et là. Alors là, j'ai un problème. Sur l'écran, j'ai l'impression que vous avez toujours la diapositive, c'est ça? Alors, Moi, non. Ah, non. Non, on n'a plus. On n'a plus. bon. D'accord, très bien. Bon, donc ça, c'était la première chose qui m'avait frappé. La seconde chose qui m'interroge un peu, ce sont les statistiques de production. Hein, ce sont des statistiques congolaises et ont-ils effectivement les moyens de réunir des statistiques qui soient relativement significatives? Oh, pour les très grandes compagnies, oui, en principe, c'est pour la production. Alors, il y avait un problème. En principe, chaque société doit avoir sur son lieu d'exploitation une usine de traitement. C'était une manière aussi de savoir qu'est-ce qui rentrait et c'est plus facile forcément de vérifier ce qui en sort aussi. Il y a eu, quand c'était des petites sociétés, quand il s'agit de petites sociétés, des petites unités, c'était beaucoup moins facile de savoir qu'est-ce qui rentrait dedans parce que ça provenait un peu de divers territoires, hein, de divers endroits. Je crois que on peut dire que bon, on est quand même pour les grandes sociétés. Maintenant, il y a quand même des grandes sociétés qui exploitent. Hein, enfin, elles-mêmes, beaucoup de sociétés sont cotées en bourse, ils sont obligés de donner des informations quand même relativement fiables, etc. Donc, je pense que c'était peut-être pas le cas il y a peut-être une dizaine d'années. Aujourd'hui, je crois qu'on approche quand même de la réalité. D'autant que de plus en plus de sociétés ont leur unité de transformation sur leur territoire, ou alors elles peuvent ramener dans une unité de traitement plusieurs productions, mais c'est où la vérification, le contrôle est quand même assez strict. Avant de passer la parole à Simon Menet, je voudrais dire une chose, puisqu'on l'a évoqué indirectement. Les auteurs du rapport sur le hold-up du Congo et le rapport plus spécifique sur le secteur minier devraient intervenir dans ce séminaire le 12 janvier. La date n'est pas encore définitive, mais ils vont pouvoir nous faire un exposé oral d'un document qui est très, très, très lourd à lire et, dirons-nous, nous en donner une synthèse. Mais moi, ce qui m'a, dans ce rapport, m'a fait le plus frapper immédiatement, c'est qu'en fait, c'était l'implication mondiale des acteurs, c'est-à-dire que ce sont les entreprises chinoises, mais pris dans des réseaux de finances mondiales. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me semble excessivement important à noter. Finalement, les entreprises chinoises ne sont pas des électrons totalement libres, ce sont des électrons qui sont effectivement inclus dans un système beaucoup plus vaste et qui implique donc toutes les parties. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait éclairant. Donc, en principe, le 12 janvier, ils interviendront dans une séance spéciale du séminaire.
Ah, vous en serez avertis. Donc maintenant, écoutez, je passe la parole à Simon Menet, hein, qui a levé la main. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Une petite question suite à votre exposé. Quelles sont les pratiques des entreprises chinoises qui divergent des autres entreprises? Je pense aux australiennes, aux américaines, aux indiennes notamment. Et en quoi elles sont vraiment particulières, ces entreprises, ou quel est le problème réellement avec leurs activités, leurs pratiques? Alors, il y a les entreprises chinoises ont été pas mal indexées, et notamment les petites entreprises chinoises, les petites fonderies, etc., par les conditions de travail, de salaire, de pollution, de traitement des salariés, etc. Il y a eu pas mal de rapports d'ONG, hein, qui ont été qui ont été écrites sur ces sujets-là. Il y a eu, après les grandes sociétés, on peut retrouver des pratiques un peu communes à toutes les sociétés. Il y a eu justement, on en a parlé aussi à propos du cobalt artisanal. Certaines sociétés achetaient du cobalt à des artisans. Il y a environ 200 000 artisans, enfin en gros, hein, ce n'est peut-être pas des chiffres très précis, mais qui produisent environ 20% de la production de cuivre, en particulier de RDC. Et ces entreprises ont été indexées. Il y a eu notamment Glencore et Jinchuan qui avaient été indexés pour justement acheter du cobalt qui était produit aussi par des enfants, puisque dans ces artisans miniers, il y a des jeunes de moins de 18 ans. Donc ça, c'est le reproche qui a été fait. Après, de pollution, des reproches. Alors après, moi j'avais discuté avec un Congolais qui est dans cette filière. Enfin, après les pratiques, entre les Australiens, les Chinois, les Américains, c'est au niveau, par exemple, ou des Sud-Africains, enfin il n'y en a pas particulièrement dans cette filière aujourd'hui, c'est comment utiliser du personnel local. Il y a des entreprises qui amènent plus notamment au niveau des cadres, leurs employés. Alors ce qu'on a reproché aux Chinois, c'était d'amener pas mal de travailleurs chinois. Une main-d'œuvre qui pouvait exister en RDC en termes de capacité, voilà, donc il y en a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait une entreprise qui n'a pas fait l'objet de critiques. Parmi les sociétés chinoises, une des critiques, c'était justement les droits humains, enfin, dans le travail, la pollution, et puis le fait d'amener de la main-d'œuvre, d'ouvriers moins qualifiés, alors que des Congolais pouvaient très bien intervenir être embauchés dans ce secteur. Alors, mal payés aussi, moins bien payés, etc. Voilà, c'est ce qu'on leur reproche. Alors, comme ils sont dominants dans le secteur, il est évident qu'ils vont peut-être plus cumuler les reproches que les autres sociétés. Mais il y a quand même, notamment maintenant sur les questions environnementales, il y a des efforts qui sont faits, des grandes sociétés font des efforts pour notamment avoir de l'énergie propre, y compris les Chinois. Ils ont investi dans des centrales hydroélectriques, sur le processus de production aussi. Il y a quand même quand il s'agit de très grandes sociétés, il y a quand même des efforts qui sont faits sur le plan donc, du travail environnemental, et maintenant de plus en plus par rapport à ce qu'on appelle donc l'énergie propre et le processus propre, etc. Voilà, donc c'est plus les petites sociétés chinoises qui existent encore
des petites fonderies, voilà, où on peut faire, ou des petits négociants qui traitent encore avec des… Même si maintenant, il y a normalement une société qui a été à 100% filiale de la Gécamine, qui s'appelle EGC, Entreprise Générale de Cobalt, qui normalement devrait racheter la production aux mineurs, enfin aux artisans mineurs, miniers, et qui devrait donc… mais ça se met en place petit à petit. On n'a pas encore de résultats on n'a pas encore de résultats pour voir comment on pratique cette société. Bon, voilà, en gros, voilà quels sont les reproches qui sont faits aux sociétés chinoises. Et si personne n'a immédiatement de questions, je voudrais en poser une. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de créer des usines de batteries. Oui. On n'a pas étendu l'idée, a priori, parce qu'il y aurait quand même la possibilité peut-être d'avoir un processus d'industrialisation par la transformation locale de ces produits qui sont extraits. Lorsqu'on parle de cuivre, il serait peut-être plus profitable d'exporter du fil de cuivre ou des tuyaux de cuivre que d'exporter du cuivre semi-raffiné. Alors ça supposerait qu'il y ait effectivement de la part du gouvernement congolais un effort qui soit entrepris dans ce sens. Alors, y a-t-il comme ça une projection dans l'avenir qui viserait à utiliser cette richesse minérale de façon à promouvoir un début d'industrialisation au Congo? Justement, ça a été souligné par la personne avec qui j'ai discuté qu'il faudrait vraiment un plan sur le cuivre. Il n'y en a pas vraiment. Il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que dans la politique de transition, ce qu'on appelle écologique et énergétique, la RDC en est un peu à ses débuts de réflexion, il faut le dire, et il n'y a pas un plan d'ensemble et surtout intégré dans un plan de développement plus généralement. Donc, la RDC a focalisé sur forêt, énergie. Bon, on veut bien préserver nos forêts, il faut nous aider à développer notre énergie. Mais dans un premier temps, la première étape, ils n'ont pas tellement pris en compte ce que la transition énergétique pouvait leur donner comme possibilité d'activité. Et c'est après la COP, quasiment 15 jours après, que le ministère de l'Industrie a annoncé cette conférence sur les batteries. Donc, on sent bien que le plan d'ensemble est quand même pas très… Enfin, il n'y a pas une vision suffisamment intégrée d'ensemble. Alors, pourquoi ils ont pensé aux batteries? Parce que la RDC, c'est le premier producteur de cobalt. Et puis, bon, ils ont du lithium, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que c'est vrai que c'est encore un secteur qui est en phase d'exploration, donc ils pensent à ça. Mais c'est vrai que le cuivre n'a pas été perçu encore comme un matériau d'avenir, enfin peut-être beaucoup plus que le cobalt. Et sur du long terme, d'ailleurs, les réserves mondiales sont là pour, je ne sais pas si je l'avais cité, les réserves mondiales sont énormes, y compris en RDC, alors que les réserves de cobalt sont beaucoup moins importantes. Je pense que la prochaine étape du gouvernement, ça sera de réfléchir sur cette transformation qui leur permettra plus de plus-value et qui pourrait aller dans le sens de la transition énergétique, c'est-à-dire la place qu'ils peuvent occuper pour créer des activités liées à la transition énergétique. Et le cuivre n'est pas encore… je pense que les Congolais voient le fait qu'ils sont le premier producteur mondial de cobalt. Alors peut-être qu'il y a quelque chose dans le ministère de l'Industrie, mais allez regarder sur le site du ministère. Je crois que je n'ai même pas réussi à trouver le plan d'industrialisation qui existe. Mais il y a encore un problème aussi en RDC, c'est d'accès à l'information. C'est déjà bien qu'ils ont, sous la pression d'ailleurs des ONG, parce qu'il y a beaucoup d'ONG en RDC qui
travaillent sérieusement sur les secteurs des ressources naturelles. Et c'est eux qui ont contraint à la publication des contrats. Donc aujourd'hui, on a à peu près tous les contrats miniers qui sont publiés et accessibles. Ce n'était pas le cas encore il y a un an. Hein. On les avait comme ça par hasard, en cherchant bien. Enfin, je ne vous dis pas le nombre d'heures que je passe sur ce secteur pour avoir l'information. Maintenant, ça devient plus clair. Il y a eu un rapport qui a été fait récemment sur justement les productions, enfin la divulgation, ils appellent ça divulgation, bon, je dirais plutôt la diffusion, enfin bon, des informations sur ce secteur. C'est un secteur qui commence à être un peu plus transparent, mais jusqu'à 2019-2020, enfin, et on s'aperçoit pourquoi il n'a pas été très transparent avant. Ben, je crois que là, toutes les révélations du Congo Holding l'expliquent quand même pas mal. Le Congo Hold Up, pardon, l'explique en grande partie. Et puis, il y a des problèmes, comme je disais tout à l'heure, de comparaison des sources entre production, vente et exportation. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui a été produit. Voilà. Donc, voilà, enfin, pour répondre grosso modo. Peut-être que Francis Kern aura une idée sur la possibilité d'utiliser les matières premières pour les transformer localement. Francis? Ben, écoute, pas plus que... Là, j'avoue que je n'ai pas plus de réponses à apporter. C'est ce qui vient d'être dit sur la transformation locale à la demande des autorités congolaises, quoi. C'est quelque chose qui est faisable compte tenu de l'environnement technique, de l'environnement financier, dans le cas précis du Congo. Je ne connais pas assez la situation, mais c'est sûr qu'on ne crée pas des cathédrales dans le désert, donc des usines de transformation à haute technicité compte tenu du contexte industriel. Je ne sais pas si c'est justement jouable, quoi. Évidemment, il serait important qu'il y ait une transformation des matières premières, une valorisation locale dans la transformation, mais alors là, c'est un des domaines... je ne sais pas de réponse. Peut-être que Gabriel Devé, vous êtes plus... J'avais posé la question, mais en fait, aujourd'hui, il y a un déficit énergétique et voilà, donc comment on va faire des batteries alors que déjà les miniers ont un peu de difficulté à avoir l'énergie qu'ils veulent. Bon, ils ont pas mal investi dans des centrales, de réhabilitation de centrales, etc. Et en fait, on m'a répondu que par rapport à la transformation, par exemple la fabrication de batteries, c'est beaucoup moins consommateur d'énergie que, par exemple, l'extraction minière. Donc, ce n'est pas le problème numéro un. En plus, ils achètent de l'électricité dans des pays voisins, donc ils arrivent à s'en sortir. Il y a quand même des producteurs privés maintenant. Il reste à régler un peu la vente de l'énergie à la SNEL, bon, et de s'assurer que la SNEL va bien les payer. On m'a dit que l'énergie, c'était pas... oui, c'est une question, mais je veux dire, elle n'est pas fondamentale pour la transformation. Puisque l'industrie de transformation, batterie, etc., ce n'est pas une industrie qui est très consommatrice d'énergie, beaucoup moins que, en tous les cas, l'extraction et peut-être même la fabrication de cuivre métal ou de cobalt métal. Après, c'est des questions de recherche-développement. Bon, on peut penser que des choses intéressantes peuvent se faire avec les universités. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce pool de batteries, enfin ce Battery Council, intégrerait des pays de la sous-région, et notamment des pays anglophones, où la manière d'envisager l'industrialisation et l'activité économique est complètement différente. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus
Donc, l'espoir des Congolais, enfin de certains Congolais dans ce Battery Council, c'est de se dire qu'au fond, on va travailler avec des anglophones qui ont des pratiques et des visions un peu différentes, plus dynamiques peut-être, qui sont beaucoup plus tournés vers des partenariats publics-privés et donc et puis qui peuvent apporter aussi eux-mêmes leurs produits. Hein, parce qu'il n'y a pas que le cobalt, le lithium, il y a le manganèse, il y a plusieurs autres métaux. Et pourrait apporter. Donc, il s'est soutenu par des institutions financières, donc on peut espérer que les choses pourraient quand même, dans un délai pas trop long, prendre forme, mais c'est vrai qu'on ne parle pas du cuivre. Juste une question, ces industries de transformation, c'est des capitaux privés ou ce serait la Cogemine qui serait, ou ce serait public? Alors, pour le secteur de la transformation, c'est pas encore précis. La Gécamine n'est pas un fabricant de batteries. Alors, elle peut rentrer dans le capital, oui, ça, je pense que ce sont des choses. Alors, déjà, ça vient juste d'être mis sur la table, donc toutes les modalités, ça sera de toute façon du partenariat privé, c'est sûr, public-privé, on en parle en tout cas. Déjà, le consortium lui-même, c'est un partenariat public-privé, hein, donc on peut penser que ça pourrait être le cas dans les entreprises qui vont s'installer là-bas. Mais je vous dis encore, on en est aux prémices. Hein. Il y a beaucoup de choses à définir et à préciser. Mais c'était presque une annonce. Moi, j'avais beaucoup cherché des informations justement sur cette transition énergétique. Il n'y avait rien sur les batteries, rien sur la transformation. Et hop, une semaine après quasiment la COP, le ministre des Mines annonce cette conférence. Elle a été annoncée très peu de temps avant ça. Alors, il paraît qu'elle a été bien préparée parce qu'il y avait du monde, hein, mais on a été un peu surpris. En pensant au début que c'était des effets d'annonce, et ben non, ça a été quand même plus sérieux qu'on pouvait l'imaginer. Enfin, sérieux d'ailleurs, plus qu'on pouvait l'imaginer au départ. Mais après, il faut mettre tout ça en place et bon. N'oubliez pas qu'il va y avoir. C'est quand même une avancée de mettre en avant le fait de se dire que oui, dans le cadre de la transition, pourquoi ce ne serait pas au RDC qu'on puisse produire les batteries, quoi. Voilà. Ce serait quand même une avancée en termes d'industrialisation. Pardon? Je dis, c'est quelque chose qui est récent. Ce n'est pas. À 5 ans, mais au moins le fait de l'envisager, c'est quand même une avancée que voilà. Il n'y a pas de raison que la production de batteries soit concentrée exclusivement en Chine. Voilà. Alors maintenant, comment vont réagir les Chinois? Ça, c'est un autre. Parce que ça voudrait dire que comment vont les producteurs de batteries? Je ne sais pas, parce que c'est 70% de la production, de la production, la moitié des réserves, et en plus, ils deviennent producteurs de batteries. Donc, est-ce que les gens d'autres producteurs vont accepter d'être dépendants exclusivement d'un pays? Voilà. Donc, il y a des négociations forcément derrière, hein, qui vont pas être faciles. Après, c'est le coût de production qui peut être déterminant, mais est-ce que les producteurs, les fabricants de batteries vont… je ne sais pas si cette dimension, je n'ai pas eu encore l'occasion d'en parler avec le ministre de l'Industrie, ou est-ce qu'ils ont conscience des questions géopolitiques de sécurité, d'approvisionnement, hein, Puis comme vous dites, le partenariat public-privé, qui seraient les privés? Est-ce que du coup, les Allemands, vu l'importance de leur industrie automobile, ou même les Européens en général, voilà, seront présents? Vous avez parlé avant dans la production des Canadiens et des Suisses. Voilà, est-ce qu'ils seraient intéressés aussi à participer à la production de batteries en aval, en fait, dans la chaîne de valeur? Oui, et voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent en effet, et je n'ai pas de rapport venant de la RDC j'ai cherché ce plan d'industrialisation et j'arrive pas à le trouver, mais bon, ça je peux
il est sorti il y a 1 mois ou 2, hein, il n'y a pas longtemps. Je peux essayer de me le procurer. Non, mais comme vous dites, il y a une dimension géopolitique qui est fondamentale, c'est-à-dire est-ce que les Européens seraient partie prenante ou est-ce que là, les Chinois vont tout faire pour, je ne sais pas, garder une place importante dans ces usines, de futures usines de transformation en RDC, pour les Chinois, les Américains et les Européens. Voilà. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet congolais à la base. C'est-à-dire c'est le gouvernement congolais qui pense se lancer dans cette voie-là. Mais si je posais aussi la question, c'était par rapport à la question plus générale de l'industrialisation et par rapport aux propos qui ont été tenus ces jours-ci au Sénégal lors du FOCAC, à la mesure où la Chine a proclamé, encore une fois, qu'elle allait participer, favoriser l'industrialisation des pays africains. Or, cela peut être effectivement, dirons-nous, une action politique du gouvernement chinois, mais rien n'implique ou suppose a priori que les entreprises chinoises qui sont présentes sur le territoire vont accepter ou mettre en œuvre une telle stratégie. Est-ce que ces entreprises chinoises, pour les grandes, je ne parle pas des petites, qui aujourd'hui peuvent être très présentes, très actives, leur intérêt n'est peut-être pas d'exploiter ou de transformer sur place, mais carrément, effectivement, de continuer à exporter à destination de la Chine pour transformer en Chine les matières qu'ils peuvent employer. Donc, il faut aussi que pour tous les minerais, il faut donc à ce moment-là que ce soit une démarche générale entreprise par le gouvernement congolais, quitte à associer le gouvernement chinois à ce projet. Mais disons qu'on ne peut pas compter sur le fait que les entreprises chinoises puissent se lancer, pas plus qu'on peut compter sur le fait que ce soit Glencore et les autres. Mais puisqu'il y a le FOCAC et puisqu'il y a cette déclaration, il y a peut-être une façon de les prendre au mot et qui pourrait être effectivement intéressant. Mais à ce moment-là, ça suppose qu'il y ait une stratégie à long terme, c'est-à-dire ce n'est pas simplement tout d'un coup on se dit « on va faire des batteries », mais on va utiliser nos matières premières pour les transformer, même si ça doit se faire pas à pas, et tous les pays qui proclament ou qui souhaitent participer à l'industrialisation, on va les mettre au pied du mur. Et à ce moment-là, on pourra peut-être voir, mais ça suppose donc une démarche très proactive de la part du gouvernement congolais et qui aille très au-delà de la simple création d'une industrie de batterie, car s'il y a simplement une création d'une industrie de batterie, on pourrait très bien concevoir que ce serait un petit îlot qui permettent de ponctionner des rentes au profit d'un groupe limité d'individus. Tandis que si on a vraiment un secteur général d'utilisation des matières premières, ça sera quand même beaucoup plus difficile d'aboutir à une monopolisation entre les mains de quelques-uns. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, Frédéric Catoire. J'avais une question. Comment se font les arbitrages entre les différents investisseurs et l'État congolais? Est-ce qu'il y a des grands conflits qui vont où ça se passe par corruption ou autre? Moi, au début de la Cour pénale internationale, il y avait M. Moreno Ocampo, le procureur éphémère, qui avait fait plusieurs enquêtes sur la RDC. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Et vendredi dernier, nous avons parlé à Bercy sur les investissements en Guinée et les grands avoirs de minerais dans le Simandé ou quelque chose comme ça. Un sociologue a présenté tout le dossier avec l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris et Rio Tinto, mais tout ça, c'était aussi sur le fond chinois. Alors, est-ce qu'au Congo, ça se passe derrière ou dans les petites antichambres du pouvoir et il n'y a pas de recours pour corruption ou autre? Alors, bon, comme ça se passe dans les antichambres, c'est pas facile justement de savoir comment ça se passe. Bon, il est clair que les enquêtes qui ont été
menées par, dont la dernière qu'on a surnommée Congo Hold Up, montre bien qu'en effet, il y a des détournements et de la corruption, etc. Alors, c'est difficile. Tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est toujours difficile de dire ou de preuves d'affirmer. Bon, il y a quand même ces enquêtes qui donnent des éléments intéressants là-dessus. Aujourd'hui, depuis un an environ, un peu plus d'un an, l'Institut général des finances, l'IGF, qui existe depuis longtemps, mais qui ne faisait pas du tout son boulot jusqu'à présent, a commencé à faire des enquêtes sérieuses, des enquêtes. Alors bon, des fois on a dit que bon, avec un tel, ils ont peut-être été un peu gentils, etc. Mais enfin, ils font quand même des enquêtes sur les détournements. Ils ont commencé à faire ce travail. Dire qu'il n'y a plus de corruption, je ne peux pas le préciser. Bon, je ne dis pas que ça n'existe plus, je ne peux pas préciser. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui a été entamé. Il y a ce qui est. Je pense que en RDC, il ne faut jamais oublier, ce n'est peut-être pas le cas d'autres pays, il y a une société civile très dynamique et qui agit. Et en supposant même que la lutte contre la corruption n'aille pas jusqu'au bout, etc. Là encore, je ne vais pas affirmer. La société civile est derrière, pousse et demande vraiment beaucoup d'explications. Et d'ailleurs, elle a eu un discours un peu nouveau depuis quelque temps. Avant, on indexait toujours les Occidentaux, d'ailleurs. C'était eux qui étaient les principaux. Et puis, maintenant, on s'aperçoit que la corruption, ça peut toucher tout type d'entreprise, quelle que soit sa nationalité. Et surtout, elle met en avant qu'il y a forcément des connivences locales. Donc, et elle a cité des noms. Donc, je pense qu'on est dans une dynamique différente. On n'est pas encore à transparence totale, plus de corruption. D'ailleurs, je ne sais pas où il n'y a plus de corruption dans le monde. Mais si ce n'est pas les pouvoirs publics, la société civile est vraiment derrière et dénonce et fait des rapports. Et donc, ça. Et puis, ce qui vient de sortir avec Congo Hold Up, ça devrait quand même un peu réfréner ceux qui ont des idées de vouloir détourner de l'argent ou de corrompre. Voilà. Donc, il faut. La RDC, on oublie toujours que la RDC, des pays de la sous-région d'Afrique centrale, est le seul pays qui a empêché, grâce à sa pression de la société civile, qui a empêché Kabila à faire un troisième mandat. Si vous regardez tous les pays de la sous-région, à part, ils se sont arrangés pour avoir un troisième mandat, pour truquer les chiffres, etc. Donc, il y a une société civile et souvent, elle est pas suffisamment prise en compte dans certaines analyses sur des aspects importants de l'évolution vers plus de transparence et d'honnêteté. Enfin, voilà. C'est rassurant. Je pense que c'est la société civile qui, dans beaucoup de pays, les partis politiques, franchement, c'est pas. La société civile, c'est celle qui fait avancer les choses. Alors, quand elle n'est pas présente, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Alors qu'en RDC, il y a des choses qui ont changé. Mais bon, elle seule, elle ne peut pas. Il faut bien évidemment que les instruments dont disposent les pouvoirs publics soient actionnés vraiment. Donc là, le début de l'IGF a fait un certain nombre d'enquêtes et poursuit ces enquêtes. C'est pas négatif. Isabelle Minot, vous avez peut-être des éclairages à nous apporter, vous qui avez réfléchi et qui nous avez fait ici un exposé sur la modification des codes miniers. Oui, vous m'entendez?
Je vous entends très bien. Alors, bon, oui, la société civile, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, la société civile au Congo est très active. Bon, maintenant, la situation est assez sensible, je trouve, actuellement avec le dossier Congo Hold Up. Donc, on voit effectivement que la corruption, c'est quelque chose voilà, qui gangrène, mais c'est pas, il faut être réaliste, c'est pas le problème principal, mais c'est quelque chose qui gangrène, je pense, le développement du pays. Ceci dit, donc voilà, je reprends un peu tout ce qui a été dit. On a parlé d'acteurs qui sont très diversifiés. Donc, je pense très important, donc ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, donc pas seulement une présence avec des sociétés à capitaux chinois, mais une présence aussi canadienne, sud-africaine, une présence américaine. Et donc, il y a des enjeux énormes autour du Congo, des enjeux qui sont vraiment… Voilà, il y a énormément d'intérêts, et donc pas uniquement pour la Chine, mais également pour les États-Unis, pour les Canadiens. Dans Congo Hold Up, on parle de sociétés belges. Maintenant, les sociétés belges sont très minimes, hein. Ce sont des petites sociétés, donc qui n'ont pas du tout l'importance des sociétés américaines ou des sociétés chinoises ou des sociétés canadiennes. Mais donc, l'enjeu du Congo est très important. Et quand on parlait tout à l'heure d'industrialisation, je crois qu'on doit être vraiment réaliste avec la situation de la RDC qui vient de très loin, donc qui vient vraiment avec ses infrastructures qui sont encore à construire, donc que ce soit au niveau routier, au niveau ferroviaire, on a l'électricité. Et donc, la question de l'industrialisation, on doit vraiment la voir de manière sur du très très long terme. Donc, on a des pays d'Amérique latine qui ont elles-mêmes du mal à arriver à une production industrielle et qui sont dans un bien meilleur état que le Congo. Donc ça, c'est une chose, et c'est vrai qu'on devrait arriver à ça. Je pense que quand on exporte des matières, en effet, qui ont été industrialisées, voilà, au niveau de la rentabilité, ce sera meilleur pour la RDC. Mais on est surtout au stade où la RDC doit jongler avec différents acteurs, et des très grands acteurs, dont la Chine, dont les États-Unis, dont le Canada. Et du fait aussi de ces matières premières comme le cobalt, en fait, voilà, la RDC exporte, ça dépend des années, mais on est à peu près à 60% du cobalt mondial. Pour le cuivre, la RDC pourrait faire plus, mais donc on est pour le diamant, elle pourrait faire plus aussi. Les chiffres en matière de diamant sont assez bas comparés aux richesses de la RDC. Mais donc, on est, je pense, aussi au stade où la RDC doit jongler avec ces différents acteurs pour que ça rentre dans l'intérêt du pays, le développement de la population. Et donc, pour ça qu'elle arrive en fait à une production qui soit encore plus importante, et aussi où l'État congolais a une place importante dans le maintien de cette production. Et donc ici, on a le code minier donc, qui a été adopté en 2018, qui prévoit notamment une place plus importante pour l'État congolais dans ces sociétés, qui prévoit toute une série de choses comme des taxes plus importantes pour les sociétés. Et donc là, on est dans un processus aussi où, voilà, on est au stade où il faudrait que ce code puisse être respecté. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'entrave aussi à l'application de ce code minier, parce que c'est une avancée énorme pour le pays. Et on parlait tout à l'heure de la société civile. La société civile est à l'origine aussi de ce code minier et de ces dispositions qui sont assez protectrices. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais ajouter. Et donc soutenir aussi la société civile dans cette connaissance du code minier. Voilà, maintenant il y a d'autres enjeux. J'en discutais aussi avec une prof ici à Louvain-la-Neuve. Bon, on a ici le secteur minier, mais quand on va au Congo, on parle à la population congolaise, la première chose que veut la majorité de la population, c'est manger et avoir accès à l'eau. Donc, voilà, ici, on a le secteur minier, mais donc il y a toute une série voilà, de besoins fondamentaux dont la population n'a pas accès.
Et donc aussi, on sort du secteur minier. Mais bon, le secteur minier est aussi un pourvoyeur d'emplois. Donc, pas ce qu'il devrait être, mais en tout cas, on a Tenke Fungurume. Tout à l'heure, on parlait en matière d'emploi. Je pense que Tenke Fungurume a fourni de nombreux emplois à redire sur vraiment les conditions de travail, etc. Mais je pense qu'en termes d'emploi, Tenke Fungurume, qui a donc un capital chinois très important, est un grand pouvoir d'emploi local. Voilà, je ne sais pas, Muriel, si ce que j'ai dit aussi, c'est correct. Mais voilà, je pense qu'on doit vraiment suivre la situation, être prudent aussi par rapport à ce qui est dit dans les grands médias, vu tous les enjeux qui sont autour du pays, et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La RDC est un très grand pays. C'est un pays qui est au centre de l'Afrique. Il a un impact sur les autres pays. On a un petit pays comme Congo-Brazzaville à côté. On a la Centrafrique qui est au nord. Donc, on a le Rwanda qui est un petit pays qui est à côté. Donc, l'enjeu du Congo est énorme. Et donc, je pense qu'on doit toujours être prudent aussi sur les données que l'on reçoit, que ce soit dans la grande presse. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'effectivement, trouver les informations, parfois les chiffres diffèrent, parfois aussi ça vient de sources, mais qui sont finalement des sources en fait qui sont les mêmes. Quand on regarde ici sur Sycomine, je pense qu'on doit vraiment être patient par rapport avant de tirer des conclusions. Parce que moi, je lisais un des rapports sur Sycomine qui est sorti par l'ONG, c'est African Watch. En fait, ce qu'ils disent dans ce rapport, et ça c'est intéressant à lire, ce qu'ils disent, c'est que les données dont ils disposent ne sont pas des données de terrain. Donc ils n'ont pas pu faire un travail de terrain lié à la pandémie. Ils se sont basés sur les rapports ICTE de 2017 jusqu'à 2017 plutôt, donc pas plus loin. Et donc, on doit vraiment être prudent dans la lecture de ces rapports, chercher également des informations, voilà. Et donc, penser toujours en termes de l'état actuel de la RDC et donc sa réalité actuelle, l'évolution vers laquelle on voudrait voilà, prendra énormément de temps. Là, j'ai une question juste en face de moi. Allez-y, exprimez-vous. Oui, c'est. Merci. Vous entendez? Oui, j'entends. Très bien. J'ai une question, plutôt une précision. En fait, j'ai revu un peu la présentation de réforme code minier l'année dernière. Et c'est dit qu'il y a une augmentation de participation de l'État. Mais tout à l'heure, dans la présentation, vous avez aussi parlé de 10% de participation des sociétés, soit privées, soit publiques, congolaises. Minimum. Donc, je voudrais avoir une précision. Est-ce que c'est parce que c'est pas mentionné dans la réforme minière. Donc, et de plus, c'est pourquoi l'État va mettre en place 10% de sociétés privées alors qu'il aurait pu faire 20% État. Donc, non. Il y a une raison dernière. Ou bien je n'ai pas bien compris. C'est de droit, l'État à 10%, de droit. Il n'y a pas à discuter de ça. Après, les privés congolais, que ce soit des personnes physiques ou morales, des sociétés privées ou publiques, c'est minimum 10% aussi. Ça peut aller beaucoup plus, ça peut être 90%. Mais voilà, c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc ça, il y a beaucoup de sociétés où il n'y a pas ça. Alors, il y a des sociétés où, allez, par exemple, je prends, par exemple, la minière de Kassombo, où l'actionnaire principal et le seul actionnaire 100%, c'est Zhejiang Huayu Cobalt. Il y a des sociétés où l'État, la GECAMINE a 25%, comme Huashi Mining. Donc, c'est très varié. Et je pense que c'est ça qui va faire l'objet de la révision de tous les
les contrats miniers qui vont être revus pour voir où ça en est. Alors après, comme je disais, c'est au stade de l'exploitation que ces pourcentages doivent être appliqués, pas au stade de l'exploration. Voilà. Mais il y a Glencore, il y a une société, je crois que chez Moumi, c'est 100% Glencore, mais par contre, dans Kamoto Copper Company, KCC, ils sont à 20% et à 25%, j'ai Camille. Donc, vous voyez, c'est… Alors après, bon, faire entrer des Congolais dans le capital, des privés congolais, comment? Et des personnes physiques ou morales, comment? Pardon? Je me demande si ce n'était pas des familles. Non, mais là, Non, mais ça, peu importe. Bon, pour le moment, on ne voit pas des privés vraiment dans ces grandes sociétés, hein, des privés. Non, c'est comment ils peuvent y accéder. Il y a la question d'une bourse, et c'est suggéré pour qu'ils puissent rentrer. S'il y a une bourse avec les différents acteurs, bon, ben voilà, moi je peux placer mon argent dans la… Mais comment sinon c'est, et voilà, il y a aussi toutes ces modalités. Moi, je ne serais pas… bien évidemment, tout ce processus va demander du temps, hein, y compris la vision de la transformation, etc. Moi, je pense qu'il y a… alors, bien évidemment, il y a des intérêts multiples. Il y a des intérêts, en tout cas dans le cuivre, les intérêts américains, il n'y en a quasiment pas hein, dans le cuivre cobalt. Hein. Et les derniers qu'il y avait, c'était Freeport avec Tenke Fungurume. Les Canadiens, oui, mais ils sont associés avec des Chinois. Alors peut-être dans la filière or, il y a un peu plus d'Américains. Enfin, je crois que là, il faudrait avoir une vision beaucoup plus claire de ce qu'est actuellement, que sont les intérêts économiques des Américains en RDC. Il y a des intérêts politiques, géopolitiques, ça c'est clair. En tout cas, pour le cuivre cobalt, les Américains sont vraiment très, très marginales. Enfin, quasiment inexistant, peut-être une ou deux petites sociétés. Mais il y a un Américain, je crois, un acteur américain qui a pris des… Je ne sais plus comment c'est. Attendez, j'ai ça sous les yeux. White Waterfall, c'est un Américain qui est dedans, qui est au stade de l'exploration. Hein. Donc, voilà, bon, mais ils sont vraiment minoritaires dans cette filière. Et les Américains, moi m'étais posé la question pourquoi Freeport avait quitté le Congo. Ben, Freeport, il a des intérêts aux États-Unis et en Amérique latine, parce qu'il y a du cuivre en Amérique latine. Donc, j'ai compris pourquoi il s'était déplacé vers l'Amérique latine et non pas vers l'Afrique. C'est ce que j'ai noté. Alors, les Canadiens et les Australiens, mais ils sont souvent très liés à des sociétés à capitaux chinois, y compris ceux qui sont en Australie. Hein. L'Australie, il y a pas mal de sociétés à capitaux chinoises en Australie. En fait, Par rapport au… Qui voulait s'expliquer quelqu'un? Isabelle Binon, allez-y. Oui, donc par rapport au premier point et donc la question du pourcentage du capital de l'État congolais, donc effectivement, le code minier prévoit c'est minimum 10% pour l'État congolais et auparavant, sous l'ancien code minier, c'était 5%, avec aussi une augmentation de 5% à chaque fois par permis qui sera à nouveau délivré. Et donc, il faut encore maintenant que cela soit appliqué. Et donc, on a des sociétés où, effectivement, via la GCAMID, donc l'État congolais a un actionnariat qui va jusqu'à 20-25% dans certaines sociétés. Donc, ça, c'est une première chose. Par rapport à l'intérêt des Américains, on a donc maintenant Tenke Fungurume qui vient de Freeport McMoRan, qui était donc américain.
Effectivement, les Américains ont des intérêts ailleurs, mais l'histoire du rachat de Freeport-McMoRan est assez rocambolesque et est à décoder aussi, parce qu'il y a toute une série d'événements qui se sont produits où on se demande finalement pourquoi les Américains ont vendu. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est fait dans un contexte aussi où il y avait l'annonce du nouveau code minier qui ne plaisait pas. Et donc, voilà, il y a toute une série aussi voilà, de voir en quoi un peu tous ces enjeux jouent. Et on voit notamment par rapport encore au code minier que le président actuel, Félix Tshisekedi, a été invité aux États-Unis à plusieurs reprises ces dernières années pour discuter avec des sociétés et par rapport notamment aux redevances minières. Donc il y a quelque chose qui, en tout cas, qui est présent du côté des Américains. Mais voilà, c'est comme je dis, ce sont des intérêts qui sont un peu partout et dont la RDC en premier doit se protéger au profit de son développement. Je voulais dire quand même, il faut être très prudent, oui. Il faut être très prudent sur les sources, oui. Il ne faut pas non plus penser que tout ce qui vient des journalistes est à caution, enfin, etc. Il faut savoir choisir ses médias. Je pense qu'il y a des choses qui restent. Par exemple, ce qu'a fait Congo Hold Up, franchement, on peut saluer quand même une certaine presse. Hein. Après, ils peuvent ne pas avoir été jusqu'au bout parce que l'accès aux sources n'est pas évident. Je peux vous dire que c'est un vrai vous cherchez une info, vous allez sur le site de la compagnie, vous allez sur le site du ministère, vous prenez vos propres réseaux, etc. C'est pas évident. Moi, je suis journaliste, alors je ne vais pas spécialement défendre, je lis des choses dans la presse, il y a des moments où, bien évidemment, mais enfin, bien évidemment, il faut être prudent. Mais quel est celui qui peut prétendre source vraiment, qui sont à la source même, qu'ils ont les vraies informations, toutes les informations globalement, etc. Je crois. Après, c'est savoir les utiliser et les présenter et les interpréter. Ça, c'est un autre domaine. Je ne pense pas que tous les chercheurs passent par la presse. Hein. Ça dépend des sources, bien évidemment. Il y a les sources des ONG, il y a les rapports, enfin, il y a une multitude de choses où il y a des convergences. Quand il y a quelques différences, c'est jamais du simple au double. Hein. Moi, les chiffres que j'ai vus en termes de production, ils ne sont pas du simple au double. Il y a quelques écarts, mais la position de la RDC est toujours à peu près est toujours à la même place. Donc, la prudence, mais moi, je fais un peu confiance aux chercheurs. On n'a pas parlé de l'université, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus, sur les chercheurs. Je fais confiance à certains, comment dire, des gens qui sont dans la filière, hein, qui ont des responsabilités dans cette filière. Je fais confiance aussi à la société civile pour les évolutions de ce pays. Et sans eux, il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas mises à jour. L'ITI aussi a donné beaucoup d'informations intéressantes, sous la pression, en effet, de la société civile. Alors, s'il peut y avoir de temps en temps un rapport qui n'est pas top totalement, au moins le rapport que vous avez cité disait que les journalistes ou ceux qui font le rapport ont bien dit on n'a pas été, on a fait ça sur le terrain, etc. Mais déjà sur le terrain, il y a beaucoup de choses qu'on peut observer. Et justement, c'est bien le terrain qui est très important.
enfin voilà, c'est pour relativiser un peu. Oui, on peut pas, je ne peux pas vous dire que 100% de mes informations sont 100% sûres, mais elles sont suffisamment étayées pour, et je parle pas, enfin, je parle de moi en particulier, mais je veux dire, je peux se parler aussi d'autres journalistes, elles sont suffisamment étayées pour donner quand même une vision de la réalité. Et puis bon, quand on est factuel, moi, quand j'ai présenté la place des sociétés chinoises, c'est du factuel, hein. Ce n'est pas une interprétation que j'ai. J'ai toutes les sources, y compris les contrats, y compris, on peut vérifier sur les sites des compagnies minières. Enfin, ça, c'est pour la prudence, oui, mais la confiance un peu aussi. Voilà. Écoutez, j'ai envie de conclure sur ce que vous venez de dire parce que vous avez déjà émis, constaté qu'il y avait un espoir avec l'évolution de la société civile au Congo et d'autre part cette ouverture sur le fait qu'il faille faire preuve d'un peu de confiance d'une manière générale. Bon, je crois que c'est là quelque chose qui nous est tous assez nécessaire. Et ce que nous pouvons voir, entre autres, à propos de ce qui s'est tenu, le FOCA qui s'est tenu, les difficultés d'interprétation que nous avons tous, et lorsque nous devons confronter nos appréciations, on peut avoir des appréciations qui sont diamétralement opposées. Et ça exige effectivement de reprendre l'autre élément que vous avez indiqué, c'est que nous devons être excessivement prudents dans nos appréciations, même si parfois nous sommes soit très enthousiastes ou très pessimistes, mais nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. Donc, je vais vous remercier pour cette participation. Nous sommes en contact déjà maintenant depuis plusieurs années. Vous avez eu l'amabilité de m'interviewer et de publier des petites notes. Et je vous en remercie. Et j'ai été très heureux aujourd'hui que vous puissiez à votre tour exposer votre travail, et qui est un travail qui a exigé beaucoup de prudence de votre part, parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, tout réunir en un seul jour. Vous avez effectivement fait un très gros travail, et également, pour reprendre une chose que vous avez dit, le travail du chercheur, le travail du journaliste, même s'ils ne sont pas toujours les mêmes, ils ont besoin l'un de l'autre pour pouvoir avancer. Je vous remercie de votre venue parmi nous aujourd'hui. Et j'espère que l'on pourra continuer à collaborer comme nous le faisons déjà. Merci beaucoup, Muriel Devey, et merci à tous. Je profite pour annoncer la prochaine séance où nous recevrons Lina Benamala, qui est une spécialiste d'origine algérienne qui est maintenant basée aux États-Unis, qui a qui travaille spécialement sur les problèmes des relations sino-africaines, et qui a publié un livre dans lequel elle réfléchit aux questions du réseau sino-africain. Et elle nous en parlera, elle nous présentera son livre, elle le présentera en français. Donc, ça sera dans 15 jours. Ça doit faire, nous sommes le 1er, ça doit faire le 16 décembre, alors vraisemblablement mercredi. Alors, comme elle est basée aux États-Unis, il est bien évident que cette séance-là n'aura pas lieu le matin à 9h, mais aura lieu en fin d'après-midi à 17h. Mais vous en serez avisés par les moyens habituels, et vous êtes tous conviés à venir écouter ce que nous dira Lina Benamdallah. Bien, au revoir, merci à tous et à bientôt. Merci. Et encore merci à vous, Muriel Devey. Merci. Je vais fermer la séance. Voilà, mettre fin à la réunion.